Le luxe dans toute sa splendeur, mais est-il en danger? En tout cas, en bourse, c'est vrai que ces dernières semaines, c'est une vraie question, hein, moins 20% depuis le plus haut de mai. C'est un territoire, nous sommes en territoire baissier, en tout cas sur cet indice Stoxx Luxe, moins 16 mois par exemple, moins 16% en 3 mois pour LVMH. Bon, il n'est pas si intouchable que ça. On va poser la question à notre invité. Bonjour Julie Elgouzi. Vous êtes essayiste, auteur donc, du livre Manuel du luxe aux éditions Presse universitaire de France. Vous avez aussi fondé un cabinet spécialisé, Culte Z, et vous êtes prof à l'ESSEC et à Sciences Po. Alors plus largement que sur les seuls marchés financiers, est-ce que le luxe a d'abord besoin qu'on revalorise ? Écoutez, je ne pense pas que le luxe soit véritablement en danger malgré ce qui se passe actuellement. On assiste essentiellement à une normalisation en fait, parce que ces 2 dernières années post-Covid, après le creux du Covid, il y a eu une croissance absolument fulgurante qui a atteint des 20% de croissance en 2020 et qui, là, petit à petit, il y a un atterrissage de normalisation qui se fait. Et c'est à ça qu'on assiste et donc nécessairement, c'est également le cas pour le cours de bourse. Alors on sent quand même dans l'actualité sur des exemples où les groupes de luxe se mettent en avant, je pense au sponsoring de LVMH pour les JO, aux dons de 10 millions d'euros aussi de la famille Arnault hein, pour les Restos du Cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose à se faire pardonner justement cette croissance incommensurable des dernières années? C'est une question hyper intéressante qui est plus une question sociologique et philosophique qu'une question économique à proprement parler, parce qu'il est vrai qu'on soupçonne toujours le luxe d'une certaine forme d'immoralité. Il y a dans le luxe l'idée que c'est pas une belle vie, c'est pas une bonne vie. C'est la définition d'origine étymologique du luxe. Et on est héritier de cela, et donc et il est vrai qu'on a toujours un soupçon lorsqu'il y a un acte de générosité. On se dit qu'est-ce qu'ils ont à se faire pardonner, mais moi je ne crois absolument pas que ça soit cela. Je pense qu'au contraire, les entreprises de luxe et les grandes familles qui sont derrière, puisque là en l'occurrence on parle de dons faits par la famille elle-même et non pas par le groupe, on a des structures qui, précisément parce qu'elles font beaucoup de marge, parce qu'elles gagnent bien leur vie, ont la capacité à prendre soin de leur communauté, au pluriel. Et c'est ça qu'on voit, et je trouve que c'est tant mieux, hein, parce que c'est pas quand on crève la faim qu'on peut aider d'autres gens qui crèvent la faim. Et quelles sont les attaques qu'on peut faire au luxe quand vous avez justement écrit votre livre, les détracteurs? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Alors, moi, je ne crois pas que le détracteur en soi, ça soit très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne ou pas, qu'est-ce qui est vertueux dans une entreprise du point de vue économique et ce qui ne l'est pas. Donc, je ne crois pas beaucoup à l'idée de détracteur en tant que tel. Alors, par exemple, le sponsoring de LVMH pour les JO, donc il a été dévoilé en juillet, c'est un secret de polichinelle, il était très, très attendu. C'est sûrement le plus prestigieux, c'est pas le plus gros, hein, il est dans parmi les 6 ou 7 plus gros. Dans ce cas-là, est-ce que en fait, c'est LVMH qui a le plus besoin de la France, de l'image des JO, ou c'est bien la France qui a besoin d'une entreprise comme LVMH? C'est gagnant-gagnant, hein. Sinon c'est le principe d'un partenariat. Après, LVMH a répondu à l'appel du comité des Jeux Olympiques, donc ça s'est plutôt passé dans ce sens-là au départ. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que le groupe se positionne de cette façon, qu'il le fait malgré tout pour ses maisons, hein, parce que le groupe LVMH n'a pas en soi une énorme communication directe. La communication est essentiellement celle des marques. S'associer aux Jeux Olympiques, c'est s'associer à l'idée de réussite, ce qui est extrêmement valorisant et au cœur des valeurs que veut promouvoir le luxe aujourd'hui. Oui, et puis c'est l'image de la France, et donc ça sert les deux, l'entreprise et puis le pays. Alors, vous l'expliquez dans le livre, il y a plusieurs types de luxe. Alors, le luxe ostentatoire, le luxe aussi plus culturel, le luxe de masse, même si c'est un oxymore. Alors, lequel a le plus de chances de croître encore ? Alors, tout dépend ce qu'on entend par croissance. La croissance en volume, elle est partout.
Mais ce qui fait... En chiffres aussi, en marge. En marge, pas forcément. C'est-à-dire que précisément, là où il y a les plus grandes marges et la réserve de croissance en termes de marge, elle est au niveau des plus riches, en réalité. Mais Hermès qui encourage la rareté. Oui, alors, et en parallèle, Hermès est aussi, là depuis quelques années, a commencé à développer la cosmétique, qui est là pour aller chercher aussi des leviers de croissance et une clientèle qui a moins de moyens. Mais il faut garder en tête qu'il y a à peu près 5% des acheteurs de luxe qui font grosso modo 30% de la croissance du luxe. Ce qui veut dire que c'est quand même toujours, même si ce n'est plus un marché de niche, c'est toujours une niche de très très riches qui font une part importante de la croissance et de la valeur du luxe. Oui, alors parfois il y a certaines marques qui se reposent sur des clientèles un peu plus fragiles. Vous racontez cette histoire dans le livre sur le clan du clair de lune. Alors ça se passe en Chine, ce sont des jeunes friands de luxe, mais sauf que pour ça ils s'endettent. Et donc forcément, quand la situation économique est un peu plus difficile, ils sont plus au rendez-vous. Donc est-ce que le luxe peut être dépendant d'un segment de population, d'une tendance, d'une mode? Est-ce que c'est pas dangereux non plus? C'est un vrai danger. Alors, il y a des marques qui vont être plus dépendantes que d'autres à cette problématique-là, qui sont plus dépendantes en fait à la clientèle chinoise. C'est le cas notamment de Gucci qui a anticipé en réagissant et en modifiant aussi, en changeant de management et de direction artistique. Ok. Et effectivement, c'est une clientèle qui est fragile, mais les corrections sont en train de se mettre en place pour rééquilibrer les clientèles. L'avantage aujourd'hui, c'est que le luxe vise partout et tout le monde, et donc peut avoir des leviers correctifs pour rééquilibrer quand il y a un déséquilibre. Oui, parce qu'il est international et c'est d'ailleurs sa première conquête dans le livre. Vous avez commencé d'ailleurs par la conquête de l'international après de se recentrer sur le produit et puis surtout l'aspect développement durable. Ça a été vraiment la priorité de ces grands groupes. En fait, c'est une clé de base pour comprendre le marché du luxe. Le marché du luxe ne peut pas vivre en étant tout seul dans son pays. Le marché du luxe, il est là pour aller chercher les plus riches et donc nécessairement, il faut aller partout. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la concurrence elle-même est internationale. Donc oui, il y a cette nécessité à être absolument internationale tout de suite. Et d'ailleurs, pour certains nationalisés, aller en Chine, par exemple, il y a des marques qui ont dû changer un petit peu leur nom. Chanel, par exemple, ne se dit pas exactement Chanel, et puis ça a même une signification bien particulière, je crois, en chinois. Est-ce qu'il y a des marques qui ont raté leur virage, enfin leur entrée dans le marché chinois? Oh oui, certainement, il y en a. Et comment rattraper le tir? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines marques ont réussi à très bien adapter ou parler du naming. Effectivement, les caractères chinois ne sont pas les mêmes que notre langue à nous. Et du coup, il faut aussi en passer par là parce que quand on regarde ce qui se passe, tout se passe sur le digital en termes de recherche. L'essentiel de ce que les jeunes connaissent du luxe se fait sur le digital et ils ne cherchent pas le nom en langue latine, ils le cherchent en chinois. Donc passer par un naming est extrêmement utile pour pénétrer et avoir une influence. Il y a certaines marques qui ont pu avoir des difficultés à cause de ça parce que leur nom était déjà utilisé ailleurs, oui. Comme c'était le cas par exemple de Bottega Veneta, si c'est ce à quoi vous faites référence. Oui, c'est vrai, ouais. Et alors, on va venir aussi aux nouvelles stratégies de communication. Donc, évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi le métaverse, on en parlait peut-être plus l'année dernière, mais est-ce qu'il y a eu des NFT, notamment Tiffany qui s'est lancée dedans, il y a eu Gucci aussi, je crois. Est-ce que ça ne s'est pas galvaudé le luxe? Éternel sujet. Est-ce que le luxe doit ou non saisir les nouveautés au moment où elles arrivent? Il y a aujourd'hui, en tout cas, une appétence de plus en plus forte du luxe pour aller vers de l'innovation. Alors, le risque de l'innovation, c'est que ça peut ne pas marcher. C'est le principe d'une innovation. Donc, ça peut être très rapidement obsolète. Et on peut se dire, oui, mais alors on galvaude le luxe parce qu'on est allé vers des choses qui ne sont pas durables, qui ne sont pas là pour être dans le temps long, le temps éternel qui est censé être celui du luxe. Mais est-ce que le luxe est là pour étreiner justement les tendances et puis parfois se prendre un peu des gadins?
Alors, les fondamentaux du luxe ne sont pas là. Effectivement, il faut garder un luxe qui est sur des cycles longs, on va dire, en termes de produits, en termes de marques, des cycles de vie. Mais pour autant, dans le monde qui va très vite aujourd'hui, on reproche aussi extrêmement rapidement au luxe de ne pas être dans le monde contemporain. On a énormément reproché au luxe quand il est rentré sur le digital, d'être arrivé ultra en retard, de ne pas être à la page, d'être dépassé. On a vu que ce n'était pas vrai et que le luxe a réussi très 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 vite à s'adapter pendant la période Covid et à être premier de la classe sur la question du digital. Donc les maisons nous ont montré qu'elles ont appris leur leçon et qu'elles sont capables de mener d'une part le temps long, le temps du récit, un certain nombre de produits qui sont intouchables en quelque sorte, et d'autre part leur capacité maintenant à faire comme n'importe quelle autre industrie, à faire du test and learn bah oui, pourquoi pas se prendre des gadins tant que ça touche pas un produit iconique. Et de toute façon, le digital, c'est aussi un moyen de mettre en avant leur histoire avec de belles images, le récit, de promouvoir encore une fois leur storytelling. Oui, le digital, ça sert évidemment à ça. Ça, c'est une chose qu'elles ont aussi maintenant, qu'elles maîtrisent extrêmement bien, qui est de se dire que là où on pouvait imaginer, il y a 15 ans, qu'il y avait une contradiction de cette grande ouverture du digital par rapport à cette dimension d'exclusivité du luxe, les maisons ont assez rapidement compris que le digital leur permettait de raconter très fortement leur histoire et en fait de faire une pédagogie formidable et de venir transformer l'histoire de leur maison en apport culturel également. Donc on n'a pas perdu sur le narratif. Ah ça, on n'a rien perdu, on ne fait que gagner en permanence. Le narratif ne fait que croître et embellir dans le luxe. On va parler justement des dernières aussi actualités du secteur. Est-ce qu'on peut tout miser sur un homme ou une femme pour avoir une nouvelle impulsion là, je pense encore évidemment à Gucci parce que Alessandro Michele avait été à l'automne dernier remercié parce que les attentes sont très fortes, surtout dans un groupe comme Kering où cette marque représente quand même la moitié des ventes. Est-ce que là, un nouvel homme, en l'occurrence Sabato De Sarno, qui a présenté sa nouvelle collection à Milan la semaine dernière, peut suffire à réveiller comme ça une marque et puis à créer un nouveau mouvement, une nouvelle tendance? C'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre en 30 secondes. Je ne crois pas qu'un seul homme y suffise. En l'occurrence, Alessandro Michele, c'était aussi un tandem avec Bizzarri. C'est très personnifié, mais c'est très spécifique aussi au secteur de la mode. La mode, historiquement, travaille aussi autour d'un directeur artistique et de son équipe, malgré tout. Donc, on n'est quand même jamais tout seul. Et puis, c'est un tandem de plus en plus fréquemment entre le directeur artistique et le dirigeant de l'entreprise. Le tandem qui a fait malgré tout de très 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 belles années pour Gucci, Bizzarri et Michele a bien fonctionné. La difficulté aujourd'hui, c'est que quand on a une maison qui est d'abord une maison de mode plus qu'une maison de luxe dans ses fondamentaux, en termes de business model, alors c'est un peu long là d'expliquer pourquoi, mais en tout cas c'est le cas pour Gucci, oui, nécessairement à un moment donné, quand on est essentiellement porté par la logique d'un style, le style, ça passe. Donc, ça veut dire qu'on doit recommencer et redonner de l'air à ce style, ce qui nécessite, dans ce cas-là, un changement de direction artistique. Quand on est capable de dépasser cette problématique du style en allant chercher des fondamentaux qui sont quasiment une grammaire, un langage de la maison, alors, eh bien, on peut changer assez facilement de direction artistique, voire parfois oublier un petit peu et mettre moins le focus sur la direction artistique. Oui, oui. Bah, c'est comme un chef étoilé finalement qui a besoin de ses équipes aussi en cuisine, c'est un tout, mais il y a un chef qui reste. Alors, on est sur Boursorama, on va parler aussi un instant en bourse. Donc, ça va pas fort en ce moment pour le secteur du luxe en bourse. Repli de moins 20% quand même par rapport au plus haut de mai. Alors vous, est-ce que vous entrevoyez quand même un rebond de la croissance en Chine? Enfin, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de dire qu'ils vont
malgré tout continuer à consommer du luxe? L'appétence, elle est encore très forte en Chine. Malgré tout, on suit aussi dans le secteur du luxe un certain ralentissement chinois. Il y a des réserves de croissance qui sont à la fois sur des nouveaux produits. On parlait d'Hermès tout à l'heure avec le lancement des cosmétiques. Ça peut être le cas d'autres grandes maisons qui peuvent aller aussi sur des nouveaux relais de croissance. Et puis, il y a aussi, je crois, quelque chose d'intéressant à aller chercher aujourd'hui. On a tellement mis le focus sur les Gen Z, sur les millennials, qu'on en a un petit peu oublié que ceux qui ont fait la croissance du luxe ces 15 dernières années, c'était pas eux, c'était les X et les boomers. Alors les boomers, forcément, ils sont en train de se désengager des achats du fait de leur âge, mais les X sont toujours là et on ressent, les études le montrent, un certain désamour, un certain désengagement du luxe de leur part. Et là, il y a clairement des réserves à aller chercher. Et pour revenir au marché baissier, au marché boursier, une dernière question. Est-ce que détenir une action d'un groupe de luxe, c'est aussi un objet de luxe? C'est bonus. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit un objet de luxe en soi, puisque c'est quand même relativement atteignable d'avoir une action. Ouais. En revanche, c'est limité aussi. C'est limité, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que où qu'on se place pour regarder le luxe, et même quand on est un analyste financier ou qu'on est un investisseur dans le luxe, on n'est jamais complètement objectif quand on traite du luxe, et il y a toujours une part à la fois de jugement et de passion quand on parle de ces actifs-là. C'est vrai, mais la passion du luxe, vous l'avez. C'est d'ailleurs dans votre livre Manuel du luxe, donc Julie El Gouzi aux éditions Presse Universitaire de France. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.